Voilà. Mes chers collègues, nous reprenons donc la séance. Donc, la commission a confié le 21 septembre dernier à M. Stéphane Mazard et Stéphane Peu une mission d'information sur les retombées des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, retombées sur le tissu économique et associatif local. La mission a commencé ses travaux le 26 octobre dernier et a conduit 23 auditions et 6 tables rondes. Elle va les poursuivre au cours des prochains mois, mais cependant, les rapporteurs ont souhaité dès le départ pouvoir faire un point d'étape en février, car à la fin de leurs travaux en juin, les marges de manœuvre auraient été très limitées. Donc l'essentiel, pour ne pas dire la totalité des marchés publics relatifs à l'organisation des Jeux ayant alors été conclus. Donc moi, j'aurais quelques questions à vous poser, messieurs les rapporteurs. Vous avez eu des échanges nombreux et nourris avec l'autorité organisatrice, le COJOP, et avec l'établissement chargé de la livraison des ouvrages olympiques et paralympiques, la Solidéo, en particulier pour apprécier le suivi des chartes sociales et pour l'emploi de ces deux organismes. Il ressort assez clairement que la Solidéo communique sur la base d'une documentation très détaillée, tandis qu'il semble que le COJOP ne dispose pas d'outils de suivi aussi précis. Alors, comment expliquez-vous cette différence entre les deux organismes ? Voilà, c'était les questions que je souhaitais vous poser. Mais maintenant, vous allez avoir la parole pour un temps contraint, tout à fait, puisque c'est... mais vous reviendrez au mois de juin pour que vous nous présentiez... Non, monsieur le vice-président, n'exagérez pas non plus. Donc, monsieur les rapporteurs, vous avez la parole. Donc, monsieur Mazard, vous commencez ? Je débute, on va le faire à deux voix et on va alterner nos voix. Bien, merci madame la présidente. Donc, je salue l'ensemble des collègues ici présents. Je salue mon co-rapporteur Stéphane Peu et nos administrateurs, Trice et Hetter, qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent dans cette mission. Vous l'avez rappelé, madame la présidente, donc c'est en septembre 2002 que vous nous avez désigné, la commission des affaires culturelles, Stéphane Peu et moi-même, pour effectuer une mission d'information sur les retombées des Jeux olympiques qui vont être organisés donc, dans notre pays en 2024. Évaluer donc ces retombées sur le plan économique, sur le plan social. Et nous avons débuté nos travaux donc, après notre désignation courant du mois d'octobre. Nous avons effectué un certain nombre d'auditions, vous l'avez rappelé. Nous avons organisé les tables rondes. Nous nous sommes déplacés notamment dans l'usine où sont confectionnés les frigies, mascottes donc, des Jeux Olympiques. Et nous venons présenter les friges, pardon. Oui. Les friges. On suit, c'est pour savoir si on suit. Et nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous présenter un rapport d'étape. Nous allons poursuivre nos travaux et nous présenterons le rapport définitif courant juin. Vous l'avez dit, rapport d'étape qui s'explique parce que s'il y a des choses à préconiser, notamment pour la passation des marchés publics qui restent à passer, s'il y a des inflexions à faire intervenir, il faut le faire au mois de février, quand c'est encore le moment d'avoir un levier d'action. Stéphane Peu et moi-même, à chaque fois que nous avons mené nos auditions, nous avons rappelé à nos interlocuteurs que nous étions deux députés, un de la majorité relative, un de l'opposition, favorables aux Jeux Olympiques. On le rappelle à chaque fois, nous sommes tous les deux des députés qui pensent que c'est une chance extraordinaire pour notre pays d'accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Nous sommes certains que c'est un moyen de faire rayonner notre pays à l'international, que c'est un moyen de renforcer la cohésion dans notre pays à un moment où on en a particulièrement besoin, période post-Covid, période de guerre en Europe, période de difficultés pour nos concitoyens frappés par l'inflation. Donc les Jeux Olympiques, c'est un moment de fête, c'est un moment de communion, et nous espérons que tout le monde pourra s'approprier cet événement. Mais nous avons besoin d'objectiver justement les retombées positives des Jeux Olympiques dans notre pays, pour justement accroître son degré d'acceptabilité par nos concitoyens. Donc c'est le sens de notre mission, c'est le sens de nos travaux. On sait qu'il y a aussi un engagement très fort qui a été porté par
la candidature Paris 2024 en termes d'éthique, de transparence, de durabilité, d'économie sur le projet de ces Jeux 2024. Et il est important que la représentation nationale puisse vérifier si on est au rendez-vous des espoirs mis dans cette organisation. Voilà, Madame la Présidente, on tient d'ores et déjà d'ailleurs à vous dire qu'il serait peut-être d'ores et déjà à nos yeux intéressant de pouvoir se positionner lorsque les feux des stades seront éteints, puisqu'on sait qu'il y a l'héritage qui est important, c'est-à-dire que les Jeux, c'est maintenant, c'est 2024 surtout, et puis il faut que ça continue après 2024 et que ça laisse dans notre pays un héritage durable et vertueux. Donc voilà pour ces propos introductifs, et puis je vais d'ores et déjà laisser la parole à mon collègue Stéphane Peu sur les premiers aspects, et notamment ceux en termes d'infrastructures, qui sont pour certaines d'ores et déjà bien visibles. On a eu l'occasion de les voir il n'y a pas longtemps au sein de la commission à l'occasion de déplacements. Des infrastructures qui, bien évidemment, sont en train de métamorphoser le paysage d'un département qu'il connaît parfaitement bien. Merci Stéphane. On répondra à la question peut-être de la présidente à la fin. Simplement, quelques mots sur à la fois les infrastructures et le volet social des Jeux, puisque d'emblée, dès la candidature de Paris 2024, la candidature s'est caractérisée par une volonté d'avoir une candidature des Jeux Olympiques qui soit à la hauteur de ce que sont les standards sociaux et environnementaux d'un pays comme la France et de ses ambitions. Et donc, en matière d'infrastructures, d'utilisation d'infrastructures existantes, de sobriété dans la réalisation d'infrastructures nouvelles, la candidature de Paris a été une candidature parmi les candidatures qui ont été les plus économes, et il n'y aura pas, on peut d'ores et déjà le dire, il n'y aura pas au terme des Jeux Olympiques de Paris 2024 de ce qu'on appelle les éléphants blancs, c'est-à-dire des infrastructures créées avec beaucoup de financement et d'argent et qui ensuite se révèlent sans intérêt ou sans utilité sociale. Donc, de ce point de vue, les engagements pris par la candidature de Paris 2024, selon nous, et au stade où nous en sommes de cette mission, ils sont remplis. L'essentiel des infrastructures qui vont être utilisées par les Jeux sont des infrastructures déjà réalisées, qui vont être modernisées, qui vont être adaptées, mais qui sont pour une grande part construites. Il y en aura de nouvelles, mais dans les nouvelles infrastructures, il y a une volonté aussi de réparer des fractures territoriales et des fractures sociales, notamment dans la région Île-de-France. Et une grande partie, 80% des investissements qui vont être réalisés pour les Jeux Paris 2024 le seront dans le département de la Seine-Saint-Denis, avec cette volonté justement de réparer une ségrégation territoriale dans ce département. C'est le cas du village olympique, c'est le cas du village des médias, c'est le cas de centre aquatique olympique qui va être relié au Stade de France, et c'est le cas de toute une série d'infrastructures autour de ces équipements. C'est aussi le cas du premier équipement totalement adapté au sport pour handicapés, qui sera le centre de Bobigny, ce qu'on appelle le Prisme, à Bobigny. Et puis, d'une certaine manière, c'est le cas aussi de l'aréna de la Porte de la Chapelle, qui, si c'est le territoire de Paris, c'est l'entrée de la Seine-Saint-Denis. Enfin bon, bref. C'est quand même tout ça le nord-est francilien. Et donc, de ce point de vue, les engagements pris sont au rendez-vous. Alors là, par contre, où on a, pour l'instant, on est un peu plus dubitatif, c'est sur le volet social. Il y a une chose qui est réussie, c'est le caractère inédit pour l'organisation de Jeux olympiques d'avoir une charte sociale, notamment pour la réalisation de cette charte sociale qui dit des choses sur l'emploi, qui dit des choses sur l'insertion, qui dit des choses sur les salariés qui y travaillent. Et puis comme on sort d'une Coupe du Monde où il y a eu beaucoup de critiques à juste titre émises sur les conditions dans lesquelles les stades ont été réalisés au Qatar. Bon, la France n'est pas le Qatar, fort heureusement. On n'était pas soumis ou suspect d'avoir des choses du même ordre. Mais néanmoins, il y a une charte sociale et pour la première fois, au sein du conseil de surveillance du comité d'organisation des Jeux,
il y a les syndicats, le MEDEF d'un côté, Bernard Thivault au nom du Bureau international du travail, qui représente le monde syndical. Et d'ailleurs, le Bureau international du travail, qui est une agence des Nations Unies, regarde de près cette expérience inédite de façon à ce que ce soit perpétué à l'avenir pour les prochains Jeux Olympiques, d'associer le monde du travail et sa représentation syndicale à l'organisation des Jeux. Donc tout ça sont des choses très intéressantes. Sur cette base-là, il y a une charte sociale qui a été rédigée et qui a été réalisée. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était d'évaluer qu'en est-il des engagements pris et des engagements tenus. Bon. Grosso modo, pour l'essentiel, on fait un bilan, comme dirait quelqu'un, globalement positif, mais on attire quand même l'attention sur des choses qui auraient pu être mieux faites, notamment dans le domaine de l'insertion, où il y a des objectifs d'heures d'insertion. 10% des heures travaillées sur les chantiers des Jeux Olympiques devaient être dédiées à l'insertion, aux gens éloignés de l'emploi ou aux jeunes apprentis ou en approche du monde du travail. Les pourcentages d'heures ont été correctement remplis, en tout cas pour ce qui concerne la Solidéo, parce que je reviendrai après sur la question de la différence entre les deux, ce qui revient d'ailleurs à faire une différence entre ce qu'est la culture publique et ce qu'est la culture privée, et rendre hommage à la culture publique d'entreprise. Mais pour autant, là où on marque un bémol, c'est qu'en regardant les choses de près, on a beaucoup rempli les quotas d'heures d'insertion et les objectifs ont été atteints. Pour autant, le suivi et le but de l'insertion, c'est pas seulement de faire rentrer des gens éloignés de l'emploi dans l'emploi, c'est qu'ils y restent. C'est-à-dire qu'ils ne fassent pas seulement le parcours d'insertion. Et là, pour le coup, notre regard est un peu plus critique, mais on le dit et on l'explicite dans le rapport. Vu le temps imparti, je ne m'étends pas davantage. Et je repasse la parole à mon co-rapporteur. Parce qu'on a essayé de faire une chorégraphie. Vas-y. Oui, tout à fait. On a le temps de répéter jusqu'en 2024 encore. Bien, donc peut-être un mot sur les retombées touristiques. On considère que l'impact touristique conditionnera pour beaucoup les retombées économiques des Jeux Olympiques, notamment en Île-de-France. D'ailleurs, souvent, les villes hautes, quand elles candidatent pour être villes qui accueillent les Jeux Olympiques, considèrent que justement l'activité touristique par les Jeux Olympiques, par des événements de cet ordre, finalement, c'est un peu le retour sur investissement. On a auditionné dans ce cadre-là le CDES, qui est le Centre de droit et d'économie du sport, qui est intervenu, alors non pas à la demande du COJOP, mais à l'époque à la demande du GIP, lorsque la candidature Paris 2024 a été présentée. Et le CDES donc, avait indiqué que le tourisme devait représenter entre 27 et 35% de l'impact global de l'événement, ce qui est quand même un élément très, très, très important. Le CDES chiffrait les retombées touristiques entre 1,43 milliard d'euros et 3,52 milliards d'euros. Une fourchette assez large, vous en conviendrez, parce qu'il y a souvent des aléas qui peuvent donc majorer ou minorer donc, ces retombées touristiques. On pense bien évidemment à des problèmes sanitaires, à des problèmes géopolitiques, qui font qu'on peut avoir plus ou moins d'activités touristiques liées à un événement comme celui des Jeux Olympiques. Et puis pour le cas particulier de Paris, il peut y avoir un effet d'éviction. On sait que Paris est une place forte du tourisme international, première destination des touristes au monde. Et il peut y avoir sur l'été 2024 un public touristique habituel qui va peut-être déserter la place parisienne pour éviter la concentration ou une augmentation des prix liés à l'événement des Jeux Olympiques. Nous avons, sur le volet tourisme, fait un certain nombre de préconisations. Nous, ce qu'on préconise, c'est qu'il y ait une action concertée de toutes les parties prenantes. On voit qu'il y a des établissements publics d'un côté, il y a des collectivités locales de l'autre, qui sont déjà dans des dynamiques de communication
en faveur donc, des touristes pour les Jeux Olympiques. Et on sent que ça commence à manquer de coordination. On a noté dans notre rapport un exemple, c'est une plateforme pour valoriser Paris qui est portée par la ville et qui est portée par l'Office du tourisme, mais qui à date n'est pas encore connectée avec le site du COJOP, et notamment lorsque les spectateurs à venir qui envisagent d'aller se renseigner sur la billetterie, donc il n'y a pas de connexion entre les plateformes. Donc il est important effectivement que toutes ces parties prenantes puissent avoir une stratégie commune. Ce qui nous semble aussi important, c'est que les acteurs du tourisme, et notamment les acteurs des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, aient un interlocuteur bien défini qui puisse donc les tenir informés en temps réel des informations nécessaires pour leur activité économique. Un exemple qui nous a été donné, les restaurateurs aujourd'hui sont incapables de savoir quels seront les périmètres qui vont être neutralisés autour des lieux où les compétitions seront organisées. Idem pour les plans de transport. On en a parlé la semaine dernière avec le groupe de travail sur les Jeux Olympiques qui n'est pas encore diffusé au grand public et aux professionnels. Ce qui nous paraît aussi important, c'est de créer un observatoire du tourisme olympique. Là aussi, toutes les parties prenantes pourraient donc mutualiser ce service-là pour avoir ensuite, une fois que les Jeux Olympiques seront passés, une vue la plus exhaustive et précise possible de tout ce tourisme qui a été généré par l'événement. Et puis se pose la question de la plateforme Airbnb. Depuis la fin de l'année 2019, donc cette plateforme fait partie des top partenaires du CIO. Et donc à ce titre, c'est un acteur important dans le financement et dans l'organisation des Jeux Olympiques. Vous savez qu'il y a une demande régulière de la part des acteurs de l'hôtellerie qui souhaitent effectivement qu'il n'y ait pas une distorsion de concurrence entre leur activité à eux et l'activité d'Airbnb. Et il y a une forte demande pour que la plateforme Airbnb soit assujettie à la TVA, au moins à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est une discussion qu'il y a eu à l'occasion de la dernière loi de finances, notamment au Sénat. C'est très certainement une discussion qu'on aura à la prochaine loi de finances pour 2024. Voilà. Et peut-être un dernier point, il nous semble aussi important que les professionnels du tourisme puissent accueillir les spectateurs des Jeux Olympiques à Paris, en Ile-de-France, le temps des Jeux. Mais on sait que le séjour lié à l'activité des Jeux, c'est 2-3 jours. Et il serait important, effectivement, qu'on puisse amener ces touristes supplémentaires en province, visiter le Château de la Loire, visiter les sites touristiques, et qu'on ait des retombées importantes pour l'ensemble du territoire national. Oui. On poursuit notre chorégraphie. Non, mais je vous laisse poursuivre la chorégraphie. On laisse Stéphane laisse la place à un autre Stéphane. Exactement. Non, il y a 2 gros points d'alerte dans ce rapport, à ce stade, dans ce pré-rapport, celui de la sécurité, celui des transports. Voilà. Et donc, je laisserai Stéphane, dans notre répartition des rôles, Stéphane Mazard, évoquer les sujets de sécurité. Je vais m'attacher à évoquer quand même notre point d'alerte sur la question des transports. D'abord, un point d'alerte pour au moins 2 raisons. La première, c'est que dans la candidature de Paris 2024, il a été bien spécifié, et c'était un des atouts de la candidature, c'est que le réseau de transport en commun permettra d'accéder à tous les sites de compétition par des transports collectifs, et que tout ça pourrait être ce qui en faisait d'ailleurs des jeux propres et sobres sur le plan environnemental. Et en même temps qu'il y a cet engagement qui doit être tenu, nous avons et nous vivons depuis maintenant quelques mois la pire période de fonctionnement des transports franciliens. La pire. Pour un tas de raisons, pas l'objet ici de le décrire, on pourra le faire, on indique les causes dans le rapport, mais je vais vous en faire l'économie à l'oral. Donc, à travers la question des transports, c'est la question de la réussite des Jeux et de l'accueil d'un événement qui va quand même accueillir 13 millions de touristes et de spectateurs. Donc c'est considérable dans une période au mois d'août où normalement il y a par ailleurs un afflux de touristes et puis il y a un niveau
de transport plutôt réduit. Alors, on est inquiet pour au moins 2 raisons, pour aller vite. La première, c'est qu'on a constaté, même si en fin de mission, il semble que ça se corrige, mais enfin, il est grand temps, parce qu'on a d'abord constaté une absence totale de coordination entre la région, qui est l'IDFM Mobilité, qui est l'autorité organisatrice des transports, la RATP, qui est un agent public, la SNCF, qui remplit d'autres fonctions de transport en Ile-de-France, le COJO, la Solidéo, la Société du Grand Paris, qui réalise le Grand Paris Express du métro. Il y a une multitude d'acteurs qui fonctionnaient sans se parler. Ou, quand ils se parlaient, c'était pour renvoyer à l'autre, j'ai envie de dire, la patate chaude. Et en disant, nous, on veut bien faire, mais il faut financer. Enfin, bref. Donc, on a été, quand on a commencé notre mission, extrêmement inquiet de voir à quel point tout ça n'était pas coordonné. On a reçu le ministre, Clément Beaune, qui nous a un peu rassurés en nous disant qu'il prenait conscience. Alors, on peut discuter si c'est tardivement ou... Enfin, bon, voilà. En tout cas, il prenait conscience de la difficulté, qu'il avait nommé un coordinateur, qu'on a également auditionné. Mais enfin, le chantier de la coordination et de faire qu'il y ait des transports qui fonctionnent et que Paris 2024 soit à la hauteur des ambitions que nous avons affichées dans la candidature est loin d'être atteint pour l'instant. Voilà. La deuxième remarque que nous faisons, c'est que la Société du Grand Paris, qui réalise le grand métro autour de Paris, n'a absolument pas modifié sa programmation de travaux au moment où Paris a été nommé ville d'accueil des Jeux Olympiques 2024. C'était en 2016. Il pouvait y avoir une repriorisation des chantiers. Ça n'a pas été fait, sauf pour la ligne 14 du métro, mais pour le reste, ça n'a pas été fait, ce qui fait que plein de lignes qui auraient pu relier des sites les uns aux autres ne seront pas réalisées au moment des Jeux, et ça va encore complexifier les choses. Si j'ajoute à ça le fait que nous sommes encore sur un rythme et sur les effets du Covid, notamment en matière de régularité des transports qui fonctionnent, qui existent, d'un manque de personnel énorme, puisqu'il y a 700 chauffeurs de bus qui manquent, 300 chauffeurs de métro qui manquent pour actuellement faire fonctionner les transports en Ile-de-France. Il y a vraiment, sur la question des transports, des clignotants qui sont au rouge. Alors, il y a une coordination qui se met en place. Bon, les choses semblent un peu progresser, mais pour l'instant, on est loin d'être rassuré sur la capacité que les différents acteurs auront d'avoir des transports collectifs qui fonctionnent correctement. J'ajoute à cela, parce que nous l'avons pointé dans les recommandations de notre rapport, c'est que s'ajoute à cela une autre inquiétude, et Jean Castex, qui préside maintenant la RATP, mais aussi le ministre Clément Beaune, lors de l'audition, l'ont pointé comme un sujet problématique, c'est que depuis, si ma mémoire est bonne, depuis 2007 ou 2009, il y a une réglementation européenne qui incite à l'ouverture à la concurrence des bus parisiens au 1er janvier 2025. Bon, indépendamment de ce que les uns et les autres on peut penser de cela, on peut certains être favorables, d'autres opposés. Moi, j'y suis opposé, mais ce n'est pas le sujet. La question, c'est est-ce qu'il est bien pertinent, alors qu'il y a une telle crise qui pèse sur les transports franciliens qu'il faut absolument surmonter pour la réussite des Jeux 2024, d'avoir en même temps ces difficultés d'infrastructure, plus cette échéance qui a des conséquences forcément et sur le dialogue social et sur la capacité pour la RATP principalement d'avoir les recrutements pour faire face aux besoins. C'est un sujet, le président de la RATP, Castex, le dit, qu'il faudrait reculer la date. Le ministre le dit un peu également, enfin en tout cas il laisse entendre qu'il n'est pas fermé à cette hypothèse, et donc nous en faisons une recommandation de reporter au-delà du 1er janvier 2025 la mise en concurrence des bus parisiens si on veut avoir un climat social et un recrutement d'ici là qui permettent de satisfaire aux besoins. Enfin, dernier point sur les transports, une autre préoccupation, c'est celui du transport des personnes à mobilité réduite. Là aussi, qu'il s'agisse des taxis, alors bon, on sait que les métros parisiens historiques sont
difficilement adaptables au transport à mobilité réduite. Les nouvelles gares le sont, ou les nouvelles stations le sont, mais pour autant, il y a un sujet qui d'ailleurs va être abordé dans la loi olympique qui arrive prochainement, qui est celui d'avoir un réseau de déplacement pour les personnes à mobilité réduite qui soit vraiment à la hauteur, et pas seulement du transport dit pour seulement handicapés, mais pour des gens qui soient vraiment en fauteuil roulant. C'est une des différences qu'il faudra marquer. Bon, il y a un projet de recrutement de 1000 taxis pour les personnes à mobilité réduite. Pour l'instant, c'est un objectif dont on n'a pas encore la concrétisation. Bien. L'autre point d'alerte, c'est celui de la sécurité. Alors, ces deux points d'alerte... Les deux points d'alerte ne sont pas nouveaux, puisque la presse s'en est fait l'écho, et puis il y a eu la présentation du rapport de la Cour des comptes, auquel nous avons assisté il y a de cela quelques semaines, qui pointait du doigt donc, ces deux sujets. Celui de la sécurité, bon, d'abord rappeler quand même que le défi de la sécurité, il est immense. Encore ce matin, on était en audition dans le cadre de la loi olympique, et nos interlocuteurs disaient que c'était sûrement le plus grand défi en termes de sécurité que la France a eu à relever et aura à relever. Donc c'est un défi majeur. Stéphane vient de le rappeler, les JO, c'est entre 13 et 15 millions de spectateurs. Pour le déroulement des compétitions, c'est 329 compétitions sur une quarantaine de sites. Et puis vous avez tous en tête la cérémonie d'ouverture hors norme sur la scène qui va générer un spectacle qui se donnera à voir à des centaines de milliers de spectateurs. En 2021, une estimation avait été faite qui disait qu'il fallait, pour assurer la sécurité donc, des Jeux Olympiques, 35 000 forces de sécurité intérieure, 10 000 militaires et 33 000 agents de la sécurité privée. Aujourd'hui, on ne parle plus de 33 000 agents de la sécurité privée, on parle de 20 000 agents de la sécurité privée qu'il faut recruter pour assurer le bon déroulement des deux Jeux Olympiques. La sécurité privée, ça, c'est l'affaire du COJOP. C'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se charge de trouver les entreprises à même d'assurer dans le cadre donc, d'une sécurisation privée la sécurisation des sites olympiques, c'est-à-dire les lieux de compétition, le village des médias, le village des athlètes et puis tous les abords donc, de ces équipements. Or, vous le savez, le secteur de la sécurité privée, comme beaucoup de secteurs économiques, mais celui-ci en particulier, est très tendu. Il y a un gros problème d'attractivité pour ce secteur d'activité. On a aujourd'hui un turnover qui est très important. Je crois qu'il y a entre 35 et 45% de salariés qui chaque année changent au sein de ces entreprises. On a une féminisation qui est très faible. Et donc, il y a vraiment une crise des vocations dans ce secteur de la sécurité privée. Alors, des moyens, des mesures sont prises pour qu'on puisse donc relever ce défi du recrutement massif d'agents de sécurité. La branche déjà elle-même, donc, dans le cadre d'un accord, donc, a revalorisé les salaires de 7,5% à partir du 1er janvier 2023. Il y a aussi des actions sans précédent qui ont été menées notamment par Pôle emploi, qui a pris l'initiative de contacter les demandeurs d'emploi de la région francilienne pour leur proposer une formation en qualité d'agent de sécurité et pour leur proposer cet emploi. Il y a aussi le CNAPS qui a contacté donc, tous les titulaires de cartes d'agents de sécurité, mais qui n'ont pas, sur les dernières années, demandé un renouvellement de leur accréditation pour les solliciter et pour les inciter donc, à renouveler cette accréditation. Et puis surtout, il y a la création d'une nouvelle carte professionnelle dite événementielle qui permet, au terme d'une formation réduite à 106 heures, la formation initiale est
et qui existe aujourd'hui pour devenir agent de sécurité, c'est 175 heures. Donc là, on crée une carte professionnelle dite événementielle qu'on peut obtenir après 106 heures de formation. Et on pense que c'est une formation qui peut intéresser notamment un jeune public, un public d'étudiants, qui peut ainsi avoir la possibilité de travailler comme agent de sécurité dit événementiel. On a aussi le secteur qui met en place, avec l'aide des pouvoirs publics, donc, des financements importants pour accompagner les demandeurs d'emploi ou les jeunes donc, sur une formation d'agent de sécurité. Et donc, on espère relever ce défi, mais soyons clairs, aujourd'hui, on est loin d'être au rendez-vous. La sécurité privée, sur les marchés publics, passés par le COJOP, ont fait l'objet d'un découpage en 140 lots. Et sur les 140 lots, aujourd'hui, il n'y a que 100 lots qui ont trouvé preneur. Et il faut savoir que les entreprises qui répondent et qui sont retenues dans le cadre de ces appels d'offres, elles répondent donc à ces appels d'offres, elles sont retenues par le COJOP, mais elles n'ont pas toujours à date le personnel requis pour assumer donc la mission qui leur sera confiée. Donc voilà, donc un défi important, et à l'instar de ce qui a été dit aussi par la Cour des comptes, nous, on attire l'attention du COJOP sur la nécessité quand même de redoubler d'efforts, de tripler d'efforts, mais aussi de penser au plan B, voilà, pour ne pas être pris au dépourvu au dernier moment. Et surtout, si on passe au plan B, si on pense au plan B, c'est aussi de commencer à assumer et à se mettre dans la situation d'assumer la charge financière que constituerait ce plan B. Parce que le plan B, c'est l'État qui prendra la main au lieu et place de la sécurité privée. Et comme c'est une responsabilité qui incombe au COJOP, il serait normal effectivement que ce soit le COJOP qui en assume la charge financière au final. Donc voilà, donc c'est un des éléments qu'on préconise dans notre rapport. Ce qu'on préconise aussi, c'est que pour éviter le plan B, il faut redoubler d'efforts, comme je viens de le dire. Et ça passe peut-être aussi par une communication pour intégrer cette nouvelle profession, enfin, cette profession et cette nouvelle façon d'exercer cette profession avec cette nouvelle carte professionnelle. Ça passe par une communication peut-être un peu plus importante et un peu plus vendeuse. Voilà ce que je voulais dire sur ce point d'alerte important que représente la sécurité et la nécessité de trouver ces agents de sécurité privés. Et je laisserai mon collègue Stéphane, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et avec qui j'aurai encore beaucoup de plaisir à travailler sur cette mission, conclure nos propos liminaires. Merci Stéphane, plaisir partagé. Et d'ailleurs... Quel numéro ? Ouais. C'est pour ça qu'on va poursuivre. Et d'ailleurs, pour conclure, je voulais juste vous proposer juste 3 mots pour dire d'abord, comme l'a dit la Cour des comptes, le rapport de la Cour des comptes, là maintenant il est urgent, notamment du côté du COJOP, que l'on passe de la phase de la planification, de la programmation, à la phase de l'organisation. Il y a un vrai défi de basculer dans la phase opérationnelle. Et on se rend compte que plus ça va aller, plus le COJO va être sur son cœur de métier, c'est à savoir l'organisation de l'événement sportif. La Solidéo va s'éteindre après avoir livré les infrastructures. Et on voit bien, et la ville de Paris, qui est la ville haute, mais dans l'organisation des collectivités territoriales en France, elle n'est pas comparable dans ses compétences et dans son périmètre d'intervention à ce que peut être le Grand Londres ou d'autres villes capitales dans le monde. Et donc on voit bien qu'il faut que l'État se remette au centre du jeu pour coordonner les différents acteurs. Alors ça se fait dans un certain nombre de ministères, ça se fait, je l'ai dit tout à l'heure, sur les transports. Ça se commence à se faire, mais c'est très récent, ça date d'il y a quelques semaines seulement du côté du ministère du Tourisme, alors que c'est quand même un enjeu considérable. Mais on voit bien qu'il y a à coordonner l'ensemble des acteurs. On a parlé de la sécurité,
mais on peut aussi parler des aspects économiques. Enfin bref, il y a besoin d'une coordination et que l'État, à travers notamment le DIJOP, se remette un peu au centre du jeu. Et on voit bien que le COJO est quand même à la fois lié par les engagements de Paris 2024, qui ont été pris au moment de la candidature, mais quand même énormément soumis aux contraintes du CIO et de sa propre logique de fonctionnement, notamment à travers ses top sponsors et ses propres préoccupations. Donc, en conclusion, et c'est la raison pour laquelle notre mission, qui va se poursuivre jusqu'au mois de juin, va aborder un autre volet que les retombées économiques immédiates, enfin, ou le point d'étape que nous venons de faire, c'est aussi celui de l'engagement de Paris 2024, réaffirmé par le président de la République dès 2017, qui est que les Jeux servent dans notre pays à conforter la France et à renforcer la France comme une grande nation sportive. Et là, on voit bien qu'il y a tout un champ à explorer qui fera l'objet de la deuxième partie de la mission. Et puis, bien sûr, il y aura un autre champ à explorer. Ce sera celui, comme l'a dit Stéphane, de vérifier, les Jeux étant terminés, les lampions étant éteints, quelle est la réalité de l'héritage. Et ça, ce sera un autre sujet. Merci beaucoup, messieurs les rapporteurs, pour ces propos liminaires qui ont brossé un large portrait de là où vous en êtes de la mission et nous a bien alerté sur ce qui va, enfin, sur ce qui est à conforter, mais aussi vous nous avez fait un beau panorama de ce qui allait bien. Et maintenant, je vais laisser la parole aux orateurs de groupe pour 2 minutes. Donc, pour le groupe Renaissance, Belkir Belhaddad. Merci, Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs. D'abord, merci pour la qualité de ce rapport qui est un rapport d'étape, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, et vous êtes à la mi-temps. Voilà. Cet événement planétaire sera, non pas douter, en tout cas une réussite, on l'espère tous, et une fierté pour notre nation. Et organiser des Jeux olympiques et paralympiques est d'une complexité phénoménale. C'est l'équivalent de l'organisation de plus d'une cinquantaine de championnats du monde qui mobilise de très nombreux acteurs, les pouvoirs publics, les acteurs économiques, sportifs et nos concitoyens, notamment à travers le label Terre de Jeux. Vous avez noté quelques points d'inquiétude, de vigilance, mais également quelques préconisations qui vont plutôt dans le bon sens, et j'y adhère. Je voudrais vous interpeller sur plusieurs sujets. Le premier, d'un point de vue méthodologique. Je voudrais d'abord que vous puissiez nous préciser ce que vous entendez par les retombées. Considérez-vous qu'il faille uniquement prendre en compte l'impact des dépenses d'organisation, comme le suggère le Centre de droit de l'économie et du sport de Limoges? Comment prendre en compte notamment les coûts directs et indirects, ainsi que le pendant en termes de recettes? Et par exemple, est-ce que je serais capable de pouvoir dire à un moment donné qu'un euro d'argent public a pu, ou en tout cas aura pu générer tant d'euros sur le territoire? Et que pensez-vous de raisonner plutôt en termes de valeur sur un territoire? Ma deuxième question porte sur les retombées économiques dans les territoires, justement. On sait que l'une des ambitions de la candidature de Paris, mais en fait celle de la France, est de faire rayonner cet événement partout, sur tous les territoires. Comment ces retombées se traduisent-elles ou peuvent-elles se traduire sur ces territoires? Et puis dernière question concernant les structures des filières économiques. Vous avez évoqué notamment celle de la sécurité privée, quid de la filière de l'économie du sport, notamment à l'instar de ce qui a été fait sur Londres 2012, pour conquérir notamment des marchés à l'international. Merci. Merci, monsieur le député. Pour le Rassemblement national, Angélique Ranck. Merci Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, je tenais dans un premier temps à saluer le travail et la qualité de votre rapport. Comme vous l'avez rappelé, le rapport de la Cour des comptes sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 le rappelle aussi, l'héritage matériel et immatériel des Jeux, la trace qu'ils laisseront dans notre pays, les bénéfices durables qu'ils apporteront économiquement et socialement sont une condition sine qua non de l'acceptabilité des Jeux pour nos compatriotes. En période de multiples crises, il est à la fois important de favoriser la cohésion nationale autour d'un beau projet sportif comme celui-ci et indispensable de donner l'assurance aux Français que cet événement entraînera les conséquences concrètes sur le long terme sur leur pays au plus près d'eux.
Vous le rappelez, ces conséquences peuvent être matérielles, tangibles, quand il s'agit par exemple d'infrastructures et d'équipements sportifs, de l'offre de transport, de tourisme, de sécurité, mais elles peuvent être également immatérielles pour ce qui est du développement de la pratique sportive, de l'inclusion des personnes en situation de handicap, de l'image même de la France. Conséquences immatérielles, mais pas moins concrètes, in fine. Si je salue les démarches de la ville de Paris et du département de Seine-Saint-Denis, prises d'ores et déjà afin d'assurer la pérennité de l'héritage des Jeux dans leur territoire, je reste dubitative quant aux effets positifs durables de l'organisation des Jeux sur l'embellissement de Paris, des transports franciliens, la possibilité de se baigner dans la Seine, comme le prévoit effectivement la ville de Paris, ou encore la sécurité. L'État a également adopté un plan héritage décliné en 170 mesures. Ces mesures portent sur l'emploi, le transport, les infrastructures, l'égalité homme-femme, le handicap. Peut-être pourriez-vous nous en dire davantage sur ces mesures, sur leurs détails, sur l'identification des divers ministères et institutions en charge de leur suivi, sur les nouvelles mesures adoptées depuis ou en cours d'adoption, et bien sûr au sujet de leur mise en œuvre effective. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour LFI, Rodrigo Arenas. Bonjour, merci à Jean et Jean pour ce rapport sur un événement majeur de notre pays et de notre territoire, parce qu'il n'aura pas de retombées seulement dans les territoires concernés, mais bien sur tout le pays et voire à l'international. Mais la réussite des Jeux Olympiques passe nécessairement par la réussite des épreuves paralympiques également. Et si Paris s'est engagé à faire de ces Jeux un exemple dans l'inclusion des sportifs de haut niveau, nous nous interrogeons sur les moyens mis en place pour atteindre cet objectif. Parce que s'il est question des retombées des JO, il faut bien parler de l'impact qu'auront les Jeux, justement pour respecter la loi handicap. Nous attendons au moins 250 000 visiteurs en situation de handicap, ainsi qu'attendons-nous pour mettre en ordre des centaines d'hôtels et de restaurants qui les accueilleront. Qu'attendons-nous pour rendre accessibles aux personnes handicapées nos dizaines de stations de métro non équipées d'ascenseurs. En bref, qu'attendons-nous pour mettre la France en conformité avec la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Les championnats du monde de para-athlétisme s'organiseront dans 6 mois sur ma circonscription au stade Charletti. Et à quelques mois de l'événement, nous ne savons toujours pas comment ces visiteurs, sportifs et spectateurs vont être hébergés, ni même comment on va adapter les transports pour qu'ils puissent véhiculer les personnes en situation de handicap. C'est pourtant une répétition de ce qui se passera dans 18 mois à Paris et nous ne sommes toujours pas prêts. Monsieur Clément Beaune, d'ailleurs, a fait état il y a quelques mois de la nécessité de mettre les bouchées doubles pour pouvoir atteindre les objectifs en matière d'accessibilité dans les transports. Qu'en est-il aujourd'hui ? Le double finaliste olympique, Jean-Baptiste Alès, dénonce dans un livre de la non-action de la France en matière d'inclusion des sportifs de haut niveau, la non-prise en compte de leurs besoins spécifiques. Car oui, une personne en situation de handicap peut ne pas manger comme tout le monde ou ne pas se déplacer comme tout le monde. Et il faut y penser longtemps à l'avance. Quand le gouvernement répond que les personnes handicapées seront véhiculées en taxi, par exemple, car nous ne pouvons d'ores et déjà plus adapter suffisamment à temps les stations de métro ou de RER, il démontre à quel point il ne comprend pas l'inclusion, dont le principe de base est de permettre précisément l'autonomie des personnes non valides. Il ne suffit pas d'agiter des mots, il ne s'agit pas d'évoquer des mots aussi pour être dans l'air du temps, pour faire croire que l'inclusion est au cœur des préoccupations du gouvernement, ni même de nommer des délégations interministérielles ou des comités pour faire avancer la problématique. Nous le savons, ce sont les moyens, de gros moyens qu'il faut débloquer. Par exemple, pour avoir suffisamment de personnes dans les gares SNCF ou les stations SNCF pour aider les personnes en situation de handicap. Je vous rappelle qu'il y a à peine un mois, l'APF interpellait le COJOB sur la possibilité d'un scénario catastrophe, vous en avez parlé précédemment, concernant ces JO. Le meilleur exemple en est le marathon, auquel les personnes en fauteuil roulant ne pourront pour l'heure pas assister. Alors oui, les Jeux paralympiques peuvent être une opportunité, si l'on investit dans les transports ou les commerces et les retombées sur le tissu associatif et économique de Paris et de Seine-Saint-Denis. Ce seront des retombées formidables si seulement vous accélérez l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, et ce n'est manifestement pas gagné, et c'est là-dessus que nous aimerions vous entendre. Évidemment, vous n'êtes pas comptable du non-investissement du gouvernement à ce sujet. Merci, monsieur le député. Pour les Républicains, Maxime Minot. Merci Madame la Présidente. Messieurs les Présidents, merci pour ce point d'étape. En tant que président du groupe de travail sur les JOP avec mon collègue Belkir Belhaddad, nous ne pouvons que soutenir ces Jeux, tout comme vous, qui sont effectivement un événement planétaire très attendu en France. Si nous avons eu gain de cause à l'époque avec cette candidature, c'est grâce à notre ambition populaire, écologique, pour sa volonté de créer un spectacle et une expérience inédite pour les spectateurs et les téléspectateurs. Mais c'est surtout aussi son ambition d'héritage qui a marqué les esprits. En effet, tout ce qui est entrepris pour en faire une réussite est créé avec un objectif de continuité et d'héritage, à commencer par les logements des villages olympiques et médias. Les retombées qui en découleront, notamment sur la vie économique associative, sont elles aussi un enjeu majeur, et vous l'avez effectivement dit dans votre pré-rapport.
Les transports, la sécurité privée, la commande publique ou encore le tourisme, les secteurs d'activité impactés positivement par ces jeux ne manquent pas. Mais je voudrais effectivement revenir plus précisément sur le domaine du tourisme. Vous faites part des inquiétudes concernant le manque d'anticipation autour de la coordination des acteurs de ce secteur et les acteurs de l'hôtellerie notamment et de la restauration. Effectivement, ils sont en quelque sorte très inquiets quant au manque de communication avec le COJOP et la ville de Paris. Donc, ne pensez-vous pas qu'il serait du coup judicieux qu'avec le groupe de travail des JOP, les parlementaires puissent justement tenter de faire le lien et avec ces lanceurs d'alerte, notamment auprès des organisateurs, afin que tous les acteurs du tourisme soient entendus, puissent se coordonner, de façon à ce qu'on puisse apporter des réponses à ce domaine qui, effectivement, est très préoccupé sur le sujet. Nous notons ensuite le bon déroulement de la conduite des chantiers olympiques, qui sera la clé de voûte de cet héritage JOP, plus particulièrement en Seine-Saint-Denis, et cet héritage durable, bien évidemment sportif, inclusif, mais aussi social. Bref, nous serons, pour finir, attentifs à la poursuite de vos travaux sur le volet plus sportif et sur le développement amateur de la pratique sportive, qui doivent bien évidemment pouvoir trouver en ces Jeux l'impulsion pour déclencher un nouveau souffle dans notre pays en la matière. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour Horizon et Apparentés, Béatrice Bellamy. Merci, Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous comptons déjà une centaine de jours. Bientôt, nous compterons les mois, puis sur nos demain. Plus que jamais, la préparation des Jeux olympiques passe par l'acceptabilité. C'est tout le sens de votre travail, chers collègues, et je tiens au nom du groupe Horizon et Apparentés à saluer sa qualité. Votre pré-rapport le démontre, le chantier des JO est très bien avancé. L'héritage n'a pas été oublié et les JO 2024 laisseront une empreinte matérielle et urbaine. Néanmoins, il reste du chemin à accomplir. Vous pointez un certain nombre de faiblesses. Sécurité, transport, communication, enchevêtrement des dispositifs. J'invite évidemment le gouvernement, le COJOP et la Solidéo à s'en saisir, car il est encore temps de les corriger ou du moins de les compenser. Je reviens sur l'engagement des 45 000 volontaires indispensables pour la réussite des Jeux. Je souscris à vos propositions 9 et 10. Je partage l'inquiétude sur le manque d'information du tissu associatif et sportif. Les comités olympiques locaux font leur part, mais nous devons davantage valoriser les rôles des volontaires. Il est demandé aux futurs volontaires un engagement conséquent et parfois coûteux. Ils doivent donc être particulièrement choyés. Quelles sont vos recommandations pour valoriser cette expérience et pour la certifier ? La charte du volontaire prévoit des fonctions de transport, chauffeur, aide au déploiement des véhicules, gestion des flux. Vous préconisez pour les volontaires l'exclusion des missions liées au transport. Quelles en sont les raisons ? J'attends avec impatience la deuxième partie de votre rapport qui s'attachera davantage au rôle des collectivités et à l'inscription des JO dans le quotidien des Français. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour les écologistes, Jean-Claude Roux. Merci Madame la Présidente. En préambule, je tiens à saluer l'initiative qui nous a permis la semaine dernière de découvrir les travaux en cours sur les 3 communes de Saint-Denis, Saint-Ouen, l'île Saint-Denis et de pouvoir appréhender concrètement la réalité et la portée de ce gigantesque chantier et les avancées en matière de bilan carbone et de réemploi. Je remercie ensuite vivement mes 2 collègues pour la première étape de ce travail complet, d'autant plus utile que sera bientôt examiné le projet de loi sur les Jeux olympiques et paralympiques. Les retombées économiques doivent profiter au plus grand nombre, pas desservir. En cela, il y a une thématique tout à fait importante parmi les très nombreuses présentes dans le rapport, à laquelle font référence ces travaux et dont le projet de loi devra se saisir, celle des logements. Il y a d'une part la réglementation autour de Airbnb pour que ne soit pas affaibli davantage le secteur de l'hôtellerie. Nous partageons la recommandation de la mission de prévoir à minima pour la durée des Jeux l'assujettissement de cette plateforme à la TVA. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur Mazard. D'autre part, nous nous interrogeons sur l'augmentation du coût des loyers qui pourrait avoir une forte incidence sur l'environnement local par la gentrification de pans entiers de logements, éventualité que les collectivités redoutent. À Londres, une grande part des habitants s'est retrouvée dans l'incapacité à faire face à la flambée des prix des loyers et s'est trouvée contrainte de déménager en périphérie. Ce phénomène est bien évidemment à redouter chez nous aussi.
Enfin, sur les places d'hébergement sociaux, la mission fait état des bénéfices en termes d'aménagement urbain, notamment ce qui concerne les logements, mais pour qui ? Certes, la reconversion du village des médias ou de celui des athlètes créera des milliers de logements, dont 20% de logements sociaux, mais pendant les Jeux, ce ne sont pas moins de 7000 places d'hébergement d'urgence qui pourraient être supprimées au profit de l'accueil de spectateurs, ce qui inquiète très clairement tant les associations en charge de l'accompagnement social que les collectivités. Donc auriez-vous, messieurs les rapporteurs, des compléments d'information sur ces différents aspects liés au logement, quoique sous des angles bien différents ? Merci, monsieur le député. Pour JDR, Soumia Bourouard. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voulais remercier Monsieur Mazars et Monsieur Peu pour ce rapport qui est très éclairant et le travail qui a été initié, qui est un sujet ô combien important pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis. Je partage avec vous, bien évidemment, la joie d'accueillir les JOP 2024 en France, à Paris, et en particulier en Seine-Saint-Denis, à travers plusieurs épreuves et la création de plusieurs infrastructures qui s'inscriront, je l'espère, durablement dans le paysage de notre territoire au-delà des JOP. Je souhaite que l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 représente un véritable levier pour la Seine-Saint-Denis et que l'héritage des Jeux ne soit pas une vaine promesse, parce que le territoire de la Seine-Saint-Denis cumule les difficultés et a une fragilité socio-économique qui persiste. Donc améliorer la qualité et la desserte des transports en commun, développer de nouvelles infrastructures sportives alors que nous sommes fortement carencés, créer de nouveaux aménagements urbains qui profiteront aux habitantes et aux habitants, ou encore la création d'emplois pérennes, les attentes sont très 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 fortes. Alors nous allons accueillir le village des médias à Duny dans ma circonscription. Ce sera un des hauts lieux des JOP. Ce sera ensuite un atout majeur pour notre territoire à travers la création d'un nouveau quartier de 1300 logements pouvant générer jusqu'à 500 emplois pérennes pour 4000 nouveaux habitants qui bénéficieront de 15 équipements sportifs et ils verront la construction de 2 écoles et le financement d'un groupe scolaire ainsi que d'une crèche. Alors vous savez que nous manquons cruellement de logements sociaux et c'est tout à fait le type d'exemple d'héritage que nous souhaitons pour notre département. Chers collègues, je suis élue d'un territoire qui est jeune, dynamique, plein de promesses, avec un potentiel immense. Et cet événement qui est mondial est une véritable chance. Et je sais que les habitantes et les habitants de ce territoire, de ce département, se mobiliseront pour que ces Jeux soient une fête populaire. Et j'espère que les retombées économiques et sociales seront à la hauteur de leurs espoirs. Je reste bien évidemment attentive aux 2 points que vous avez soulevés sur les transports, et puis la sécurité, et puis l'accès des handicapés au site. Et vous avez parlé que le rapport définitif arrivera en juin. Est-ce qu'il est prévu une réunion d'étape entre maintenant et juin? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Donc là, nous avons terminé pour les orateurs de groupe, mais moi je vous propose que l'on passe directement aux questions aussi des collègues, et donc en prenant la question de Graziella Melchior. Merci Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, avant tout, je souhaite vous remercier pour le travail de qualité que vous avez fourni pour cette première partie du rapport issu de la mission d'information sur les retombées des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. L'organisation des JOP de Paris constitue une formidable chance de montrer le meilleur de notre pays au monde entier et pour les Français eux-mêmes, une opportunité de se rassembler, et nous savons à quel point cela est nécessaire. Toutefois, ainsi que vous le pointez dans votre rapport, les Jeux sont pour l'instant silencieux. Je partage avec vous la nécessité, dont vous faites l'une de vos propositions, d'intensifier la communication, notamment dans les territoires. Afin d'associer le public et de créer cet engouement attendu en région, le label Terre de Jeux 2024 peut être un véritable levier. Dans ma circonscription finistérienne, par exemple, pas moins de 8 communes ont été labellisées. Pour autant, pensez-vous que les communes labellisées sont à ce jour suffisamment incitées, impliquées et soutenues dans leur communication et dans l'organisation d'événements? Et quelles pourraient être les pistes à suivre pour y remédier si tel n'est pas le cas? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Léo Walter. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je tiens d'abord à vous remercier pour ce point d'étape sur votre mission d'information qui a pour but, je vous cite, de lancer un processus d'objectivation des retombées économiques et sociales des Jeux pour la France.
Le discours officiel indique que ceux-ci sont financés à 97%, hors construction et hors Solidéo, par les partenaires privés et la vente de billets. La ministre l'a affirmé, les jeux financent les jeux. Il apparaît pourtant que les efforts consentis par les collectivités publiques sont beaucoup plus conséquents. Je souhaitais attirer votre attention sur un point, le coût du relais de la flamme olympique. Il s'élève pour les départements qui se sont portés volontaires, ce qui est le cas du mien, les Alpes de Haute-Provence, à 180 000 € pour une journée, soit quelques heures d'animation en réalité. Et il faut y ajouter le coût de la sécurité, dont la répartition du financement entre les pouvoirs publics et l'organisateur n'a pas à ce jour été précisément établie, comme l'indique la Cour des comptes. Face à cette facture exorbitante, de nombreux départements ont d'ores et déjà renoncé. Donc ma question est la suivante. Votre mission, qui souligne que les retombées économiques et sociales des Jeux semblent d'ores et déjà insuffisantes, évaluera-t-elle l'héritage matériel et immatériel du relais de la flamme, ainsi que son coût réel pour les deniers publics? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame Emmanuelle Antoine. Madame la présidente, messieurs les rapporteurs, je voudrais vous interroger sur les retombées économiques des Jeux dans les territoires. Vous évoquez le fait que sur les 536 millions d'euros de marché attribués à des PME-TPE, 138 millions d'euros ont été attribués à des TPE et PME implantés en Seine-Saint-Denis, soit 25,7% des marchés octroyés à des PME-TPE. Et si l'on prend en compte l'ensemble des PME-TPE installés en Île-de-France, le pourcentage atteint 60%. Ces chiffres démontrent des retombées économiques locales importantes, mais elles bénéficient avant tout à l'Île-de-France, région déjà la plus dynamique économiquement de notre pays. Ces Jeux olympiques et paralympiques seront une réussite pour le pays s'ils irriguent l'ensemble de notre économie nationale. Il serait dommage, en effet, qu'ils bénéficient avant tout à l'économie francilienne, accroissant encore les déséquilibres entre les territoires. Aussi, messieurs, quelles retombées économiques peut-on envisager pour les autres régions françaises et en particulier nos territoires ruraux? Merci, chers collègues. Dino Cinieri. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, d'abord, toutes mes félicitations. Je vais faire vite parce que j'ai qu'une minute et que j'ai beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, pour l'organisation de 2024, c'est pour nous, pour la France et la capitale, c'est un événement planétaire. Vous avez pensé à ce que ce moyen de communication était un moyen de communication exceptionnel. Ce sera un moment de fête. Vous avez pensé au développement touristique, culturel, sportif, ce qui fera forcément un développement économique. Vous avez pensé aux infrastructures. Vous avez pensé aussi aux services d'insertion. Mais, il y a un manque de communication de l'ensemble des acteurs pour l'organisation. Souvenons-nous de la finale de la Ligue des Champions Real-Liverpool. Problème de sécurité. Certes, il y aura 45 000 volontaires, mais on va avoir des problèmes de sécurité importants, notamment au niveau du personnel de sécurité gardiennage privé. On a déposé un rapport en commission économique où, je me souviens à l'époque, il y a 20 ans de cela, un agent de sécurité était vendu 25 € TTC, 20 ans de ça. Aujourd'hui, l'agent de sécurité se vend à 22 € TTC, ce qui veut dire que le coût est déficitaire et qu'on se retrouve avec du personnel non qualifié, non formé. Et mon souci, c'est, à part l'accueil et puis l'accompagnement du public, des athlètes et des PMR, mon souci, ce sera le problème de sécurité. Et je veux bien, si vous le souhaitez, apporter mon concours, moi qui suis un ancien chef d'entreprise dans le domaine et qui connaît particulièrement bien le problème. Merci, monsieur le député. Alexis Corbière. Excusez-moi, Madame la Présidente, je pensais avoir un peu plus de temps. Merci. Non, juste très simplement, je sais l'attachement du président et du rapporteur sur les Jeux, en particulier du rapporteur que je connais bien sur notre beau département commun. Je voudrais vous réentendre sur la question de l'emploi en Seine-Saint-Denis. Pierre Moscovici était venu la dernière fois. Je trouve que quand on lit son rapport, il y a certains... Ma formule était un peu vive la dernière fois, mais interrogation même de la Cour des comptes sur la réalité de l'emploi pérenne. Est-ce qu'il y avait des engagements, si je ne dis pas de bêtises, de 150 000 emplois qui bénéficieraient aux habitants du département? Et il semble que là-dessus, beaucoup, malgré tout, d'interrogations demeurent. Alors voilà, est-ce qu'à ce stade, je ne cherche pas à vous coincer, mais à ce stade, est-ce que vous pensez qu'il y a des précisions qui peuvent exister? Est-ce que vous avez un œil inquiet ou plutôt confiant sur la réalité, sachant qu'après, pour le reste, même si ce que vous avez dit était vraiment très intéressant, concernant la sécurité et les transports, cette vigilance avait déjà été pointée par le rapport de la Cour des comptes. Et comment, parallèlement à l'amélioration peut-être de ces problématiques,
celle de l'emploi, et de l'emploi pérenne, de l'emploi qualifié, de l'emploi qui demeure. Concernant le département qui accueille les Jeux, quelle précision pouvez-vous apporter à notre commission aujourd'hui ou une autre fois quand nous nous retrouverons? Merci, monsieur le député. Véronique Rioton. Merci. Alors moi, j'ose une question 3 en 1. La première concerne la parité homme-femme. Du point de vue des retombées et des infrastructures, qu'est-ce qu'on peut dire de ces retombées sur la question du droit des femmes? Deuxième question, c'est on a beaucoup parlé des questions plutôt matérielles. Qu'en est-il de l'héritage immatériel des Jeux et comment, si vous ne l'avez pas encore traité, comment on peut l'adresser? Et troisième question, l'économie circulaire. On a mis en place à travers la loi AGEC une nouvelle REP sport qui contraint tous nos acteurs sportifs et puis nos producteurs de l'éco-conception sur toute l'analyse du cycle de vie des produits. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'héritage des Jeux du point de vue de l'économie circulaire? Je vous remercie et je l'ai fait en 3 en 1. Merci, madame la députée. Alexandre Portier. Merci, madame la présidente. La communication du COJOP insiste souvent sur les retombées qu'auront les Jeux pendant sa phase dite héritage, qui démarre donc dès la fin des Jeux olympiques et paralympiques, quand les infrastructures créées pour l'occasion seront reconverties. Cette reconversion est censée bénéficier aux populations, et c'est sur cette promesse que repose l'engagement financier des pouvoirs publics, un soutien de plusieurs milliards d'euros, soutien de l'État qui est d'abord celui de tous les Français. Or, il n'existe aujourd'hui aucune projection globale et transparente du coût et des bénéfices qu'en tirerait l'ensemble des populations, à la fois locales mais aussi nationales. Sans certitude sur ce point, et si la Solideo ne parvient pas effectivement à trouver un usage véritablement bénéfique aux populations, à toutes ces infrastructures, pensez-vous que les Jeux olympiques et paralympiques peuvent-ils être autre chose qu'une démonstration d'orgueil de nos décideurs aux frais de tous les Français, dans un pays à la dette déjà colossale, et des Français qui, pour un grand nombre, n'en verraient pas la couleur? Merci. Merci, monsieur le député. Nous arrivons à la fin des questions des collègues. Donc maintenant, c'est à vous de répondre, monsieur le rapporteur. Donc, quel Stéphane commence? Allez, c'est le Stéphane. C'est un Stéphane. C'est un Stéphane. Merci, madame la présidente. Peut-être d'abord répondre à votre première question. Merci. Alors, vous avez noté qu'on avait noté dans notre rapport le fait qu'on avait, de la part de la Solideo, un travail de grande qualité qui consistait donc à établir un reporting régulier, exhaustif de tous les contrats passés et un moyen, au travers ce reporting, d'apprécier les engagements qui ont été pris par la Solideo en termes d'insertion, en termes de contrats passés justement avec le tissu économique local, les PME, les TPE, les entreprises qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Donc on a vraiment un travail remarquable qui nous a été donc communiqué dès le début de notre mission et puis ensuite tout au long de celle-ci. On va continuer bien sûr à suivre ce reporting. Pour ce qui concerne le COJOP, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On n'a pas l'équivalent en termes donc de compte rendu. C'est vrai que ça a été dit, pour le COJOP, c'est au niveau des marchés un peu plus compliqué puisqu'ils ont les partenaires du CIO, le top partenaire. Et là, donc, l'intervention de ces top partenaires sur les contrats passés par le COJOP donc, échappe aux règles de la commande publique. Il y a ensuite donc, les partenaires nationaux du COJOP qui eux aussi, donc, dans le cadre des contrats qui peuvent être passés avec ces partenaires, donc, échappent à la commande publique. Donc voilà, donc on a beaucoup de partenariats qui échappent donc à des évaluations. Il y a des critères d'évaluation qui pourraient être reportés et communiqués aussi régulièrement que le fait la Solideo. Donc ça, c'est un écueil effectivement qu'on a noté dans le rapport. Et on invite le COJOP, il reste encore un tiers des contrats à passer. On invite le COJOP donc à être aussi rigoureux que peut l'être la Solideo dans la transparence de tous les contrats qui sont passés, dans tout le détail des contrats et des critères d'appréciation de ces contrats qui peuvent être ainsi mis en évidence. Voilà, donc Madame la Présidente, ce que je voulais répondre à votre interrogation. Monsieur Belladad, c'est vrai que les retombées économiques, elles sont importantes, les retombées matérielles, elles sont importantes.
Au niveau de la DIJOP, d'ailleurs, cette évaluation va être faite, et elle va être faite donc, jusqu'en 2030, notamment l'impact sur le PIB du pays. Donc tout ça va être apprécié au mieux. Ce qui est important aussi d'apprécier, c'est tout ce qui relève de l'immatériel, et ça rejoint aussi l'interrogation de Véronique Réauton. Et ça rejoint aussi les conclusions tout à l'heure de Stéphane Peu. L'ambition, c'est qu'après les Jeux, on ait une nation encore plus sportive, plus allant pour la pratique sportive, pour le spectacle sportif, et pour tout ce que peut amener le sport en termes de cohésion, en termes de bien-être, en termes de santé, en termes de fierté, de sentiment d'appartenance. Donc toutes ces valeurs dites immatérielles, on va s'attacher, nous, à les apprécier dans le temps de la préparation des Jeux Olympiques, et cette montée en charge. Et c'est vrai que, comme le disait Graziella Melchior, c'est important qu'aujourd'hui, voilà, ça monte en puissance, parce qu'on sent que c'est encore un petit peu trop atone. Donc on espère effectivement qu'on va pouvoir donc mesurer cet impact immatériel dans cette phase de préparation jusqu'aux Jeux Olympiques. Et puis on espère que ça va faire partie de l'héritage immatériel des Jeux Olympiques dans notre pays, qu'après les Jeux, on ait véritablement ce rendez-vous d'une nation, encore une fois, plus sportive. Monsieur, alors je ne les prends pas forcément dans l'ordre parce qu'on se répartit les réponses avec mon collègue Stéphane Peu. Pour répondre à monsieur Minot, donc oui, effectivement, on a bien pointé du doigt aujourd'hui cette difficulté du dialogue qui pourtant est essentiel entre les acteurs du tourisme, restauration, hôtellerie et les organisateurs des Jeux Olympiques et les parties prenantes. Est-ce que le groupe de travail a un rôle à jouer? Oui. Tout le monde doit prendre sa part. Mais oui, je pense que le groupe de travail peut être aussi un lieu d'échange et de rencontre entre les parties prenantes et les acteurs du monde économique. Mais il est important qu'on puisse le faire et le plus tôt possible. Dites-vous quand même que les entreprises doivent aujourd'hui réfléchir à la montée en charge de leur activité en 2024, à l'été 2024, c'est-à-dire c'est demain, quand on sait la tension qu'il y a dans ces secteurs pour trouver des saisonniers. Bon, puis quand on fait venir des saisonniers, si on doit les faire venir notamment de province, pour certains établissements, parce qu'il y a aussi une appétence pour certains jeunes de participer à ce grand moment festif que va être l'été 2024, il faut les loger, ce qui va être quand même pas facile en 2024 de trouver des logements adaptés donc, aux travailleurs saisonniers. Donc voilà, donc, il est important de bien mesurer quel va être l'impact économique des Jeux pour les établissements dont ils ont la responsabilité. Puis des choses très concrètes. Je le disais tout à l'heure, est-ce que je suis ou pas dans le périmètre qui va être neutralisé autour de l'événement sportif? Et si je suis dans ce périmètre, quel impact pour mon activité? Est-ce qu'il faut que je ferme les rideaux? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que je multiplie ma capacité d'accueil et mes ressources humaines? Donc voilà, donc il est important qu'on puisse avoir cet échange entre les professionnels et les parties prenantes, et notamment le comité d'organisation. Madame Bellamy, les volontaires, c'est essentiel. L'ambition, elle est forte, puisqu'on attend pour le bon déroulement des Jeux 45 000 bénévoles. 45 000. Alors moi, je pense que c'est une chance extraordinaire pour ces jeunes ou ces moins jeunes qui vont participer aux Jeux Olympiques et à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais là aussi, ça veut dire qu'il faut d'ores et déjà réfléchir à la façon dont on les accueille, à l'hébergement de ces volontaires. Et c'est vrai qu'on salue dans notre rapport la charte qui a été donc rédigée par le COJOP, avec un certain nombre d'engagements vis-à-vis de ces volontaires. Nous, ce que l'on dit dans notre rapport, c'est qu'il faut que le bénévolat reste dans le champ du bénévolat. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de chevauchement entre le bénévolat, ce qui relève du bénévolat, et ce qui pourrait relever du secteur marchand dévolu à des activités salariées. Donc ça, il faut qu'on soit très très vigilant là-dessus. C'est le premier point. Et puis le second point, en termes de valorisation de ces bénévoles, de ces volontaires, réfléchir à un label, un diplôme, un certificat, une validation d'acquis, pourquoi pas créer un lien aussi avec le SNU, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a encore peut-être des choses
inventer, à réfléchir pour valoriser cet engagement de 2024 pour les 45 000 volontaires bénévoles qui vont participer au bon déroulement des Jeux olympiques. Madame Bourrois, je les prends vraiment dans le désordre. Merci pour vos mots. Est-ce qu'il y aura un autre point d'étape? A priori non, quand même. Mais bon, on ne sait pas. Si jamais il y a des points d'alerte et que juin c'est trop tard, on ne se privera pas de solliciter Madame la Présidente pour refaire un point d'étape. Mais là, ce qu'il est prévu, effectivement, c'est qu'on continue à travailler, notamment sur tous les aspects immatériels. Qu'on aille un peu sonder aussi les territoires et les territoires labellisés terres de jeu pour mesurer l'impact sur l'ensemble des territoires en dehors de l'Île-de-France. Et donc, on présentera un rapport complet, exhaustif, donc, au mois de juin. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue Stéphane Peu, puis je le reprendrai peut-être s'il y a certaines réponses auxquelles on n'aura toujours pas répondu. Merci Stéphane. Peut-être sur le handicap, la question de Rodrigo. Bon, d'abord, toutes les stations de bus, c'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de travaux en ce moment dans Paris. Toutes les stations de bus parisiennes seront accessibles. Et donc, il y a des travaux qui sont réalisés pour que l'accessibilité des bus puisse être en tout lieu et en tout endroit et sur toutes les lignes accessible aux handicapés, ce qui fera partie aussi de l'héritage, puisque aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Il y a un vrai problème qu'arrive pas à régler, et on peut le comprendre, qu'arrive pas à régler Île-de-France Mobilité, ni la RATP, c'est l'accessibilité des plus vieilles stations de métro, qui sont physiquement parfois très compliquées et objectivement très compliquées à aménager. Par contre, toutes les nouvelles gares, toutes les nouvelles stations créées sont des stations accessibles. Et il y a aussi, partout où c'est possible, et j'ai en tête notamment la vieille gare de Saint-Denis qui va être d'ici 2024 accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'était pas le cas pour l'instant. Donc c'est un des effets parfois des infrastructures sur les Jeux, c'est que ça a un effet accélérateur. Un plan d'accessibilité des transports parisiens qui a pris beaucoup de retard va être nettement accéléré grâce aux Jeux. Toutes les infrastructures sportives, et pas seulement pour les Jeux paralympiques, toutes les infrastructures sportives, même celles existantes qui n'étaient pas accessibles, le seront pour les Jeux. C'est notamment le cas du stade Charletti. Après, on a un souci sur la mobilité des transports à mobilité réduite. Je l'avais dit tout à l'heure dans ma présentation. C'est la raison pour laquelle, avec un des top sponsors des Jeux qui est Toyota, il y a aujourd'hui la volonté, en lien avec Toyota, de créer 1000 taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant, enfin, en mobilité réduite, alors qu'aujourd'hui, Paris en compte que 200, je crois, ou 250 sur toute la région. Donc là aussi, c'est un effort. Sur les Jeux paralympiques, ça fait partie un peu de la deuxième partie de la mission, c'est-à-dire que l'Agence nationale du sport dit vouloir financièrement accompagner et aider et renforcer les clubs, les collectivités qui veulent développer le sport paralympique. Bon, pour l'instant, c'est une intention. On ne l'a pas évalué à ce stade du rapport, mais ça fera partie des choses qu'on va évaluer sur la mission, dans le cadre de la mission définitive. Sur l'aspect, la question de la gentrification, l'héritage, un sujet sur lequel je suis très sensible, parce qu'au-delà du fait d'être rapporteur, je suis député d'une des circonscriptions très concernées. Moi, je serais moins sévère vis-à-vis de la Solidéo, et si on doit avoir une sévérité en fonction des points de vue que l'on peut avoir sur risque de gentrification ou pas, ou chance pour certains, risque pour d'autres, c'est pas tellement sur la Solidéo que je porterai la critique, c'est sur les collectivités, parce que aucun
aucune construction par la Solidéo, qu'il s'agisse du village des médias, du village olympique ou toute autre construction, n'a été, a sollicité des modifications des plans locaux d'urbanisme et des plans locaux de l'habitat. Donc ils sont en tout point conformes à ce qu'est la volonté des collectivités manifestée dans les documents d'orientation, d'urbanisme et de politique du logement. Et quand il n'y a que 20% de logement social, par exemple, dans un site, c'est parce que le maire, enfin, la municipalité, veut que 20% de logement social. Ce n'est pas la Solidéo. Donc, je dégagerai un peu la responsabilité de la Solidéo pour faire porter la critique, s'il doit y avoir une critique, sur les volontés des collectivités qui ont été en tout point respectées par ceux qui construisent les infrastructures des jeux. Je le dis parce que faut que la critique soit juste et qu'elle porte là où les responsabilités sont effectives. Après, je ne vais pas plus loin. je me censure. Voilà. Sur un point quand même sur la sécurité, même si c'est Stéphane Mazard qui l'a abordé, le préfet de police, il y a une volonté d'avoir une politique zéro délinquance, notamment dans les sites les plus concernés par l'organisation des Jeux, ce qui est en soi un objectif auquel tout le monde peut souscrire. On a quand même, et ça fait partie de nos recommandations, on a auditionné le procureur de la République et le président du tribunal à grande instance de Bobigny, qui est quand même le tribunal qui est le plus concerné, et qui sollicite, tout à l'heure je disais la coordination dans les ministères ne se fait pas toujours en temps et en heure. Bon, il semble que le ministère de la Justice se saisisse un peu maintenant, mais encore que tout ça reste à évaluer, se saisisse de l'organisation des Jeux, mais pour l'instant, c'était une feuille blanche. Et donc, le tribunal de Bobigny se retrouvait à effectif constant pour traiter une politique de sécurité renforcée, notamment en Seine-Saint-Denis, ce qui, bien évidemment, ne peut pas coller, puisque tout ça est une chaîne de responsabilité. Je reviens sur la question de l'hébergement d'urgence et des conséquences. Il y a un problème. Et le ministre du Logement, je m'en suis ouvert au ministre du Logement qui en est conscient. Beaucoup d'hôtels sont aujourd'hui captés par le 115 pour faire de l'hébergement d'urgence. Ces hôteliers veulent, et on peut les comprendre, modifier l'affectation de leurs hôtels dans la perspective des Jeux, pour en faire des hôtels qui accueillent une partie des publics concernés. Ça a forcément une conséquence sur l'hébergement d'urgence. Donc il faut le traiter, et le traiter suffisamment en amont, parce qu'on sait que c'est des sujets où on ne règle pas les questions en 15 jours. Donc c'est un point d'alerte. C'est un point d'alerte qu'a à l'esprit le ministère du Logement, mais sur lequel il va falloir apporter également des réponses. Après, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, sur lesquelles je renvoie un peu au rapport définitif, parce que notamment tout ce qui a été dit sur le volet immatériel des Jeux, sur le fait d'être une nation sportive, bon, tout ça sera un peu l'objet du rapport définitif. Je finirai juste sur 2 points en particulier. Le premier sur l'emploi en Seine-Saint-Denis. C'est un peu en creux ce qu'on dit dans le rapport. C'est-à-dire que sur l'insertion, on coche toutes les cases en termes d'heures d'insertion. On coche mal les cases sur les effets bénéfiques en termes d'emploi durable. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle, dans les 22 recommandations que nous faisons une des recommandations, c'est qu'il y a un suivi du volet insertion professionnelle des Jeux qui se fasse par la DIJOP à la suite. Pareil sur la valeur, et sur l'emploi et les TPE-PME, j'entends que c'est des TPE-PME de la région Île-de-France et de la Seine-Saint-Denis. Bon, il y a une logique de proximité, mais au-delà de ça, il y a quand même une critique qui nous a été formulée par la Fédération française du bâtiment qu'il faut entendre, c'est qu'il y a eu trop, à leurs yeux, de sous-traitance pour les PME-TPE qui s'est fait à des PME-TPE qui étaient des filiales de groupes, de grands groupes qui avaient les marchés principaux
sur la construction des Jeux et pas assez à des TPE, PME indépendantes. Bon, donc ça, c'est un sujet sur lequel on a attiré notre attention, sur lequel il faudra être vigilant. Après, sur l'impact économique des Jeux, tout le monde nous dit, sur l'aspect, disons, plus immatériel des Jeux, on nous dit que c'est des évaluations qu'il faut faire à 10 ans. C'est le centre CDES, je ne sais plus. Et enfin, sur le volet plus économique, le DIJOP s'engage pour une étude jusqu'en 2030 pour mesurer l'impact économique de l'organisation des Jeux sur le PIB, mais l'impact durable. Peut-être un point de conclusion pour ce qui me concerne également, et pour répondre notamment à M. Walter. Dans la loi olympique, le Sénat a introduit un article pour inviter la Cour des comptes donc, à faire une évaluation du coût que représente l'organisation des Jeux, et notamment les coûts engagés par les collectivités locales. Donc on retrouvera bien évidemment ce que vous avez indiqué sur le financement par les collectivités, donc du passage de la flamme. On s'y intéressera, nous, forcément aussi dans le cadre de notre mission qui se poursuit jusqu'au mois de juin. Donc on aura des éléments un peu plus territoriaux. Voilà, peut-être pour en terminer, parce que je crois qu'on a été à peu près complet, si sur la parité, je vois Véronique Rioton, la présidente de la délégation du droit aux femmes, les Jeux déjà se veulent paritaires. Ce sont les premiers Jeux qui s'imposent donc une organisation totalement paritaire entre les athlètes. Donc je crois que ça fera partie effectivement d'un message fort qui sera passé tout au long de ces Jeux olympiques et qui devra rester un héritage. En tout cas, on essaiera effectivement, nous, d'identifier ces éléments qui peuvent durablement cranter les choses dans notre pays. Voilà, merci pour vos propos et votre participation à ce point d'étape. Merci beaucoup, messieurs les rapporteurs, les deux Stéphane. Donc on a bien compris que vous voudriez poursuivre votre mission, même au-delà du mois de juin, mais quand même au mois de juin, vous rendrez votre rapport définitif. En tout cas, merci, c'était très intéressant. Et nous nous retrouvons après la suspension des travaux parlementaires pour l'audition de la ministre Carole Grandjean sur les lycées professionnels. Et ensuite, nous aurons aussi l'audition dans le cadre de la loi sur les Jeux olympiques et paralympiques le lendemain. Voilà, donc je vous souhaite une bonne séance à tous. Merci, Madame la Présidente. On n'a pas trahi vos équipes. On n'a pas eu le temps de saluer l'excellence, mais on le réserve pour le mois de juin. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on n'a pas salué. Mais en fait, on fait ça en fonction de la séance. En fait, on veut vous maintenir sous pression. Je jongle. Merci.